heureusement. Merci, Monsieur le Président. Je ne vous présente pas Monia Khaled, vous la connaissez. Le Président de la République dans le projet de Constitution. Le débat autour de chef de l'État a refait surface avec le projet de Constitution conçu et présenté de façon unilatérale par le Président de la République. Je tiens à rappeler à cet égard que la révolution du 14 janvier 2011 s'est faite contre un système incarné par un chef d'État qui possédait tous les pouvoirs. Par conséquent, la révolution s'est faite contre la dictature. D'un chef omniprésent, omnipotent, la loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics du 16 décembre 2011 a accouché d'une fonction présidentielle effacée et d'un président dénué d'attributions effectives, contrairement au gouvernement devenu le véritable chef de l'exécutif. L'on a assisté donc à un renversement des règles du jeu et la concentration des pouvoirs entre les mains d'une seule personne a cédé la place à un bicéphalisme déséquilibré. La Constitution de 2014, quant à elle, a relativement rehaussé l'image du chef de l'État puisqu'il y dispose de pouvoirs propres d'une certaine importance, tels que le droit de veto, le recours au référendum, le recours aux mesures d'exception, l'initiative législative, la présidence du Conseil de la sécurité nationale et d'autres pouvoirs partagés avec le chef du gouvernement, mais non moins importants. Dans un article que j'avais rédigé en 2015 et portant sur le chef de l'État dans la Constitution de 2014, je me suis posé en guise de conclusion une série de questions qui étaient les suivantes. Le chef de l'État, issu de la nouvelle Constitution de 2014, est-il un dictateur? La réponse était évidemment non. Le chef de l'État est-il investi de suffisamment de pouvoir en rapport avec sa haute position qu'il occupe? La réponse était évidemment non. Le chef de l'État est-il seulement symbolique dans un régime parlementaire? La réponse était évidemment non. Ce que l'on pouvait dire, c'est que les constituants, éprouvés par une dictature totale et hantés par le spectre d'un nouveau type de dictature inspiré par un pouvoir islamisé, ont opté pour un partage de l'exécutif qui a malheureusement révélé ses limites et ses incohérences, notamment en cas de crise entre les deux têtes de l'exécutif. Finalement, on est chef de l'État ou on ne l'est pas. Il s'agit d'une très haute fonction dont les attributions devraient conférer à son titulaire une marge de manœuvre importante pour pouvoir assumer son rôle de garant et d'arbitre des institutions. Afin de prévenir d'éventuelles crises au niveau de l'exercice du pouvoir, nous avions appelé depuis 2014 à la nécessité de réviser certaines dispositions de la Constitution, notamment celles relatives au fonctionnement des pouvoirs publics, sans trop en altérer l'esprit. Bien avant le 25 juillet 2021, et à l'occasion de la prestation du serment par le gouvernement remanié, ainsi qu'à l'occasion de la promulgation du projet de loi relatif à l'amendement de la loi relative à la Cour constitutionnelle, le président de la République a manifesté des marques de détachement par rapport à la Constitution de 2014, lequel détachement s'est confirmé avec le décret 117 du 22 septembre 2021 et par le projet de constitution pour, entre guillemets, une nouvelle république. Les articles relatifs à la fonction exécutive, on ne parle plus de pouvoir exécutif, on parle de fonction exécutive, font l'objet du chapitre 4 du projet de constitution. Le dit chapitre est divisé en deux sections relatives respectivement au président de la République et au gouvernement. Il s'agit par conséquent d'un exécutif bicéphale, néanmoins fortement déséquilibré au niveau des attributions. Une lecture rapide des dispositions du projet de constitution relative au président de la République nous permet de dégager une multitude de remarques quant à son statut et à ses attributions. Le statut du président de la République. Quelles sont les conditions d'éligibilité du président et quel est son statut? Il s'agit bien évidemment d'un statut d'irresponsabilité totale et perpétuelle. Les conditions d'éligibilité.
elles sont précisées par les articles 88, 89 et 90 du statut. Ces conditions sont à la fois subjectives et objectives. S'agissant des conditions subjectives, il s'agit en réalité d'une seule condition, qui est celle relative à la religion du président de la République et qui est prévue par l'article 88 du projet, qui consacre à travers la condition d'islamité du président une inégalité entre les Tunisiens, puisque les citoyens tunisiens non musulmans sont privés de se porter candidat à la magistrature suprême. Il s'agit encore une fois d'un privilège accordé à la religion musulmane en méconnaissance du principe de l'égalité et notamment du caractère civil de l'État dont on ne trouve aucune trace dans le projet proposé. Par ailleurs, la religion est liée au fort intérieur de la personne humaine et de ce fait, elle est difficilement vérifiable. Le maintien de cette condition serait en harmonie avec ce qui est prévu dans l'article 5 du projet qui prévoit que la Tunisie fait partie de la Ummah islamique et que l'État œuvre à la réalisation des enseignements de l'islam. Il ne faut pas perdre de vue dans ce cadre que le président Kais Saïed, le théoricien des maqasid, devrait se souvenir qu'il a juré de respecter la Constitution et qu'il n'a pas tenu parole. Et ne pas respecter le serment est un vrai sacrilège. Cette condition va par contre à l'encontre d'autres dispositions du projet, comme l'article 23 qui prévoit que les citoyens sont égaux devant la loi en droit et en devoir, sans aucune discrimination. Quant aux conditions dites objectives, conformément à l'article 89 du projet, le droit de se porter candidat est ouvert aux seuls citoyens, à l'exclusion des citoyennes, comme cela était clairement indiqué dans l'article 74 de la Constitution de 2014, qui prévoyait que la candidature à la présidence est un droit reconnu à toute électrice et tout électeur. S'agit-il de l'utilisation d'un terme général qui englobe à la fois le masculin et le féminin, ou d'un abondant pur et simple de la dimension genre, qui était fortement présente dans la Constitution de 2014? Il convient de rappeler à cet égard que l'ouverture aux citoyennes a marqué une nette amélioration par rapport aux dispositions de l'article 40 de la Constitution de 59, telle que révisée en 2002, en dissipant le doute qui la caractérisait quant à l'aptitude des femmes à se présenter aux élections, et ce en raison de l'utilisation invariable du terme citoyen. Le candidat à la présidence doit être aussi de nationalité exclusivement tunisienne. Et ce, contrairement à la Constitution de 2014, puisque les binationaux pouvaient se présenter aux élections présidentielles à condition de s'engager à renoncer à la deuxième nationalité en cas d'élection. Le retour aux dispositions de la Constitution de 59 exprime-t-il une méfiance de l'État tunisien à l'égard de ses nationaux même? Le candidat doit être âgé de 40 ans au moins. Le projet n'indique pas un âge maximum pour la candidature à la magistrature suprême. D'aucuns diront que la fixation d'une limite d'âge maximale préviendrait des risques d'usure du pouvoir liés à un âge avancé, et dont la Tunisie a déjà payé des frais. Il n'en demeure pas moins que l'idée de la République s'accommode plutôt avec un mandat à durée raisonnable et surtout une possibilité de réélection limitée dans le temps. Le président est élu pour une période de 5 ans renouvelable une seule fois. La même règle était prévue dans l'article 75 de la Constitution de 2014. Sauf que le pouvoir constituant dérivé de l'époque ne pouvait pas aller à l'encontre de cette règle, puisque la durée du mandat ne pouvait faire l'objet d'une révision constitutionnelle dans le sens de son augmentation. Le projet de constitution prévoit l'élection du président au suffrage universel, dans son article 90. Suffrage universel, libre, direct et secret, durant les 3 derniers mois du mandat présidentiel. Il prête le serment devant le Parlement et devant le Conseil national des régions et des districts. Un bref rappel historique serait de mise. En effet, la révision du 1er juin 2002, l'article 39 ancien et l'article 70 du Code électoral
préconisait le mode de scrutin uninominal, majoritaire, simple, qui signifie que le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés remporte les élections et accède à la présidence de la République. Bien que ne posant pas à l'époque de problème, faute de pluralité des candidatures, ce mode de scrutin suscitait du moins théoriquement une inquiétude quant à la légitimité d'un président qui n'aurait recueilli qu'une majorité simple et non l'absolu des suffrages. L'article 39, tel que révisé en 2002, avait prévu à cet effet qu'il est procédé à un second tour dans le cas où aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix exprimées au premier tour. Cependant, dans un contexte politique marqué par l'emprise d'un parti ultra-dominant, de telles dispositions relevaient d'une simple hypothèse d'école. Le projet de constitution ne prévoit pas un second tour et n'évoque même pas la majorité, qu'elle soit relative ou absolue. Il convient de préciser que le projet, dans son article 89, renvoie à la loi électorale pour la fixation des conditions et des modalités de présentation des candidatures. La légitimité du président de la République, qui lui est conférée par le suffrage universel, est renforcée par un statut d'irresponsabilité. L'article 110 du projet fait bénéficier le président d'un statut d'irresponsabilité perpétuelle et absolue. En effet, selon les termes mêmes de cet article, le président jouit tout au long de son mandat d'une immunité. Cette immunité couvre tous les actes qu'il a accomplis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, même après la fin de son mandat. Le principe d'irresponsabilité, on le sait tous, est un privilège en vertu duquel ce dernier, c'est-à-dire le président, échappe à toute poursuite pour les actes qu'il a accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Si l'irresponsabilité est absolue dans les régimes monarchiques, il n'en est pas de même dans les régimes républicains. Décrivant le monarque anglais, Paul Bastide a écrit, je cite, « L'irresponsabilité du monarque a dans le système anglais une double source. Elle tient d'abord à sa situation privilégiée, hors du commun, à son caractère quasi sacré. Elle tient aussi à son effacement progressif. C'est une maxime du droit anglais que le roi ne peut mal faire. Il ne peut mal faire parce qu'il est un demi-dieu, mais aussi parce qu'il n'agit pas. Or, le président Al-Saïd n'est pas un dieu, ou même un demi-dieu, et il est loin d'être un président effacé. Pourquoi donc serait-il irresponsable politiquement? Nous sommes, me semble-t-il, bien dans un régime républicain. D'ailleurs, ce projet n'a-t-il pas pour objectif d'instaurer une nouvelle république? N'est-il pas prévu au sein de l'article 2 de ce même projet que le régime de l'État tunisien est républicain? Le contrôle de l'exécutif est lié à l'idée même de la République. De Tocqueville a indiqué dès 1848 qu'il est de l'essence de la République que le chef de l'État soit responsable. Et pourtant, le président de la République est irresponsable. Non parce qu'il n'agit pas, mais parce que quand il agit, il ne peut mal faire. Et il ne peut mal faire parce qu'il est sacré. Contrairement à la Constitution de 2014, aucune exception n'est prévue à cette irresponsabilité. Je rappelle à ce titre que l'article 87 de la Constitution de 2014 prévoyait une responsabilité du président de la République en cas de violation manifeste de la Constitution. De ce fait, nous assistons à un retour à la Constitution du 1er juin 1959, dans laquelle le chef de l'État était totalement irresponsable et au-dessus de tout reproche. Ceci est en flagrante contradiction avec l'idée selon laquelle il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité. Nous aurons donc, grâce à ce projet, un président élu au suffrage universel, à une simple majorité, dont la légitimité est renforcée par un statut d'immunité absolue. Mais pour faire quoi? Et là, je passe à la deuxième partie de ma présentation relative aux prérogatives du président de la République.
de la République est le chef de l'État, conformément à la lettre de l'article 88 du projet. Le chef de l'État est défini comme étant l'autorité placée à la tête de l'État qui le représente et l'engage, notamment dans les relations internationales. Le chef de l'État est dans l'organisation des pouvoirs publics l'organe suprême, habilité à représenter l'État et à exprimer sa volonté aussi bien sur la scène interne qu'internationale. L'usage du terme chef de l'État n'est pas courant dans les constitutions, lesquelles se bornent à indiquer les attributions de la magistrature suprême. La Constitution de 1958 en France évite de recourir à ce terme. Ceci pourrait s'expliquer par le fait qu'initialement le chef de l'État était réellement le chef, en ce sens qu'il exerçait un pouvoir absolu. Cette situation ne pouvait qu'engendrer une méfiance vis-à-vis du chef de l'État, surtout au lendemain de la Révolution française de 1789, qui est venue mettre fin à l'absolutisme royal. Cette méfiance s'est répercutée sur le titre même de celui qui l'exerce. Il n'en est pas de même en Tunisie depuis 1959, où le président de la République est le chef de l'État. Le titre de chef de l'État apparaît de façon beaucoup plus usuelle dans le langage diplomatique en raison du rôle prééminent que la magistrature suprême joue dans les relations internationales. Le président de la République, dans le projet de constitution, est le véritable maître de l'exécutif. Il exerce des fonctions constituantes, il exerce des fonctions législatives et il exerce d'autres fonctions. Il est le maître absolu de l'exécutif. L'exécutif, qui n'est plus un pouvoir mais une fonction, est bicéphale. Il se compose d'un président et d'un chef de gouvernement. Il est totalement dominé par le président de la République. Le président est le chef de l'État. Nous serions même tentés de dire qu'il est le chef dans l'État. En effet, c'est lui qui détermine la politique générale de l'État et fixe ses choix essentiels et en informe l'ARP et le Conseil national des régions et districts. Et bien évidemment, cela recouvre aussi bien les choix internes que ceux relatifs à la politique étrangère. Il désigne le chef du gouvernement et nomme également les membres du gouvernement. Il met fin aux fonctions du gouvernement tout entier ou à l'un de ses membres de façon unilatérale ou sur proposition du chef du gouvernement, qui est lui-même désigné par le président de la République. Et nous sommes par conséquent loin de la logique du régime instauré par la Constitution de 2014, selon laquelle le gouvernement doit obtenir la confiance du Parlement. Ce dernier, c'est-à-dire le gouvernement, est responsable devant le président de la République, mais il assume également une responsabilité politique devant l'Assemblée à travers la technique de la motion de censure, une technique quasi impossible à mettre en œuvre puisque l'article 115 du projet prévoit une majorité des 2/3 des deux chambres pour le vote de la dite motion, ce qui réduit à néant cette responsabilité, la mise en œuvre de la motion de censure, et permet de rendre la responsabilité du gouvernement réalisable exclusivement devant le président de la République. Le président de la République nomme au emploi civil et militaire, il exerce le pouvoir réglementaire général et peut le déléguer totalement en partie au chef du gouvernement, il est le chef de la diplomatie, il nomme les ambassadeurs et les ambassadeurs des États étrangers sont accrédités auprès de lui. Le président de la République exerce également des fonctions constituantes et législatives. Il dispose, à l'instar du tiers des députés, de l'initiative de proposition de révision de la Constitution tant que cela ne touche pas, conformément aux dispositions de l'article 56, à la forme républicaine de l'État et au nombre des mandats présidentiels et leur durée dans le sens de leur augmentation. Et bien évidemment, cela ne concerne aucunement les droits et les libertés. Il dispose également de l'initiative législative et ses projets sont prioritaires. Il convient de signaler que le président dispose de la compétence exclusive de présenter les projets de loi d'approbation des traités ainsi que les projets de loi de finances. Le président prend des décrets-lois qui peuvent couvrir tous les domaines, sauf le domaine électoral, et ce, en cas de dissolution du Parlement,
Et il prend également des décrets-lois en cas de vacances parlementaires, conformément à l'article 73 du projet, après en avoir informé la commission permanente du Parlement. Il dispose du droit de renvoi pour une deuxième lecture. Il promulgue les lois et ratifie les traités. Il peut proposer, surtout au référendum, de façon directe et sans l'intermédiaire du Parlement, tout projet de texte législatif ou constitutionnel ou tout projet de loi relatif à l'organisation des pouvoirs publics. Il s'agit à la fois d'une simplification du recours au référendum qui était liée par une approbation préalable du Parlement, mais une manière de contourner le Parlement à travers l'établissement d'un contact direct avec le peuple. Il faut rappeler que l'article 82 de la Constitution de 2014 prévoyait la possibilité pour le président de recourir au référendum dans les délais de renvoi et seulement pour les projets de loi d'approbation des traités, des libertés, des droits de l'homme, le statut personnel, mais qui sont préalablement approuvés par l'Assemblée des représentants du peuple. Le président de la République exerce d'autres prérogatives. Il préside le Conseil de la sécurité nationale, il accorde le droit de grâce, il nomme les magistrats sans être lié par l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il nomme également les membres de la Cour constitutionnelle. Il peut dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple. Ce pouvoir est discrétionnaire, c'est-à-dire le pouvoir de dissolution, alors qu'il était lié dans la Constitution de 2014 par la non-obtention par le gouvernement de la confiance du Parlement. Le président dispose également de l'état d'exception. Si l'on compare l'article 80, sur lequel s'est basé le président depuis le 25 juillet 2021 pour aboutir à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec le nouvel article 96, il convient de dire que le flou entourant la notion de péril imminent est toujours maintenu. Par ailleurs, nous constatons encore une fois une absence de limitation temporelle aux mesures d'exception et une incompétence totale de la Cour constitutionnelle en la matière. La consultation du chef du gouvernement, du président de l'Assemblée et du président du Conseil des régions et districts ne semble pas lier ou devoir lier le président de la République. En guise de conclusion, et afin de ne pas empiéter sur les communications de Walid Arbi et Hafez Afran, le constat préliminaire qui se dégage d'une lecture du projet de constitution conforte l'idée selon laquelle le régime préconisé par les rédacteurs de ce texte est un régime fortement présidentialisé, fortement déséquilibré, en plus, dans lequel le chef de l'État serait le chef de tous les pouvoirs, le chef dans l'État et la clé de voûte de toutes les institutions. Tandis que le gouvernement n'est qu'un organe assistant le président. Il marque ainsi au niveau de la répartition des pouvoirs une rupture radicale avec la Constitution de 2014 et un net retour à la Constitution de 1959. En réalité, les Tunisiens ont rejeté en 2011 toute idée d'un chef despotique et ils ont vite déchanté en expérimentant le modèle d'un demi-chef depuis 2014. Que veulent les Tunisiens exactement? Pour ma part, et étant convaincu que Montesquieu ne mourra jamais, je considère que les Tunisiens adhéreraient à l'idée d'un chef d'État doté de prérogatives importantes, mais qui aurait en face de lui des contre-pouvoirs qui éviteraient toute dérive despotique, voire dictatoriale. Je vous remercie.